Santé pour ouvrir ce journal, de nombreux hommes apprennent trop tard qu'ils souffrent d'un cancer de la prostate. Novembre bleu exige, les urologues rappellent l'urgence de dépistage précoce. Une semaine après la reprise des cours suspendus pour la crise du carburant, plusieurs acteurs de l'école affrontent encore des difficultés d'approvisionnement entraînant retard et absence. Malgré ces défis, la communauté éducative a fait preuve de résilience. C'est le Focus Éducation de ce mardi. À l'approche de la CAN 2025 au Maroc, les Aigles du Mali poursuivent leur montée en puissance à travers plusieurs rencontres amicales. Ils affrontent en ce moment la Jordanie, un match qui permet de clarifier les objectifs de cette étape de préparation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Chaque année, des milliers d'hommes découvrent trop tard qu'ils sont atteints d'un cancer de la prostate, une maladie silencieuse, souvent sans signe avant-coureur, mais qui demeure l'un des cancers masculins les plus répandus. À l'occasion du Novembre bleu, les urologues tirent la sonnette d'alarme. Dépister, c'est sauver des vies. Djeneba Samaki. Le cancer de la prostate est considéré comme le premier cancer masculin chez l'homme. Une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules de la prostate et qui touche les hommes à partir de 45 ans. Il est souvent à croissance lente et peu symptomatique à ses débuts. Les premiers symptômes apparaissent généralement lorsque la tumeur grandit et comprime l'urètre. Il y a deux groupes de symptômes. Il y a des symptômes qui sont liés au fait que la glande, à un moment donné, peut avoir une augmentation du volume et pincer un peu le trajet urétral, le trajet des urines. Donc, ça peut donner des signes de symptomatologie urinaire, comme des difficultés à faire pipi, comme la fréquence importante des urines. Et il y a les deux autres, il y a l'autre côté, c'est quand le cancer est éparpillé à travers le corps, qu'on appelle le cancer métastatique. Là, en ce moment, il peut y avoir des douleurs osseuses, il peut y avoir des urines sanguinolentes, du sang dans les urines, il peut y avoir des fractures pathologiques, donc tout ce que vous voulez. Donc, les symptômes sont liés vraiment à l'avancée de la maladie. Pour ces spécialistes, le dépistage reste la clé et commence dès 45 ans. Une simple prise de sang combinée à un examen clinique permet de détecter les anomalies dès les premiers stades. Au-delà du diagnostic, les spécialistes rappellent que les traitements ont beaucoup évolué. Il y a le traitement chirurgical qu'on appelle la prostatectomie radicale. On enlève la glande en entier. Ça, c'est possible de faire ça. On peut le faire ici dans le CHU et dans tous les autres CHU du Mali. Et il est possible de faire cette chirurgie qui est la prostatectomie radicale. Donc, à un stade un peu avancé, localement avancé, on peut proposer ce qu'on appelle la radiothérapie qui est actuellement disponible au niveau de l'hôpital du Mali. Donc, la radiothérapie permet aussi d'avoir de très bons résultats dans la prise en charge du cancer de la prostate. Il y a également des traitements hormonaux qu'on appelle l'hormonothérapie qui est disponible aussi aujourd'hui, même si les médicaments coûtent un peu cher. Mais il y a des alternatives de castration chirurgicale qui sont disponibles, qui peuvent être faites au niveau des différents hôpitaux. Novembre bleu est un mois consacré à la santé masculine, au cancer masculin et surtout au cancer de la prostate, qui est le plus fréquent. Depuis le début du mois, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour le dépistage, car plus le dépistage est précoce, plus la prise en charge est meilleure. Actualité sécuritaire en bref, l'état-major général des armées annonce que, dans le cadre de la surveillance du territoire ce 16 novembre 2025, les vecteurs aériens de Fama ont mené une opération ciblée à 20 km à l'ouest de Djenné. Un pick-up transportant des combattants armés a été détruit et plusieurs terroristes ont été neutralisés. Le chef d'état-major général des armées réaffirme la détermination des Fama à protéger la population et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Je l'annonçais au sommaire, une semaine après la reprise des cours, interrompue par la crise du carburant, des difficultés d'approvisionnement persistent encore. Retard, absence, défis de transport, malgré les obstacles, élèves et enseignants s'accrochent en tout cas et s'efforcent de maintenir le rythme. Un retour progressif à la normale qui témoigne surtout de la détermination de toute la communauté éducative à ne pas laisser la crise freiner l'apprentissage. Moussa Traoré, reportage. Depuis la reprise des cours le 10 novembre dernier,
La crise du carburant continue de perturber le fonctionnement des établissements scolaires et universitaires. Du côté du corps enseignant, les retards s'enchaînent et l'exécution du programme scolaire devient plus complexe, avec parfois des professeurs absents, faute de pouvoir se déplacer. Bon, cette situation, quand même, on essaie de joindre les deux bouts, sinon c'est pas du tout facile. Dans la plupart des cas, ça nous affecte sincèrement, parce qu'on a la moitié des professeurs qui ont vraiment du mal à se rendre au travail. Les conséquences pourraient se révéler néfastes, parce que le programme ne sera pas du tout bien exécuté. Et les retards auxquels les élèves seront confrontés au quotidien vont les empêcher de cerner certaines leçons. Et nous serons aussi un peu insatisfaits du programme. Parce que tout doit être fait pour que, en fait, le nombre de semaines requis puisse être au rendez-vous. Les élèves, eux aussi, subissent les effets de la pénurie. Difficulté pour trouver un moyen de transport, hausse du coût du déplacement et risque d'arriver en retard en classe. Bon, sincèrement, oui, j'ai vraiment du mal à venir en cours avec ce problème de carburant. J'arrive souvent en retard, mais à cause de cette panne, parce que je viens avec mon père, donc souvent qui dort à la station. Donc c'est pas facile pour moi, il faut que je me lève tôt. Et quand j'arrive à l'école, souvent, comme l'espace est très grand, donc il y a l'insécurité en route en venant, quoi. Ces crises, on a beaucoup du mal. Parce qu'en venant à l'école, il y a beaucoup d'embouteillages. L'autre jour, là, je viens avec mon grand frère. Il est parti au Total pour chercher de l'essence. Et je suis venu à pied. Dans un contexte où chacun essaie tant bien que mal de s'adapter, l'école avance au ralenti, en attendant un retour à la normale qui tarde encore. Actualité à l'international, Johannesburg accueille cette semaine le 20e sommet du G20. Un rendez-vous historique car c'est la première fois que l'Afrique reçoit les chefs d'État et de gouvernement du G20. L'Afrique du Sud, à travers ce sommet, contribuera à renforcer les perspectives africaines sur la scène mondiale. C'est la première fois que le sommet du G20 se tient sur le sol africain à Johannesburg, marquant une étape historique pour le continent. Sous la présidence sud-africaine, le G20 place au cœur de son agenda la solidarité, l'égalité et la durabilité. L'argument central porté par Pretoria est simple, utiliser la tribune du G20 pour recentrer une partie des débats sur les priorités du développement africain, réforme de la dette, accès équitable aux vaccins et à la technologie et lutte contre les inégalités croissantes. Dans ce cadre, le gouvernement sud-africain a lancé plusieurs initiatives dont un task force au G20 sur les inégalités. Ces échanges qui ont débuté ce 18 novembre doivent remettre des propositions avant le sommet des dirigeants. Le déroulé du G20 à Johannesburg est toutefois assombri par des tensions géopolitiques avec le président américain qui a décidé de boycotter la rencontre. Washington a ainsi affirmé qu'aucun officiel de premier rang ne participera après la décision du président Donald Trump. How do we view the US non-attendance? They have said it themselves that they are not coming. That's what they've said. They are not attending. You can call it whatever. Someone can call it a boycott. Someone will call it non-attendance. But the reality is that they are not attending. They are not here. They should have come and raised whatever issue that they have with our G20 theme, our agenda, and our priorities, and engage them. And as I've said, the shepherds, as we are speaking, are in robust engagements of negotiations and so forth. L'un des enjeux majeurs de ce sommet est la réforme du système financier international. Le président Cyril Ramaphosa plaide pour un renforcement des banques de développement, Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, et un soutien accru aux pays à faible revenu, particulièrement en matière de dette. En parallèle, un comité d'experts a été mis en place pour mesurer les inégalités mondiales et proposer des solutions concrètes. Le sommet met aussi l'accent sur le climat, un sujet particulièrement sensible pour l'Afrique. L'Afrique du Sud veut articuler transition écologique et justice sociale et faire peser les responsabilités historiques des grandes puissances. Le cycle présidentiel sud-africain a inclus en amont un G20 Social Summit destiné à faire entendre la société civile avant la réunion des dirigeants. Le sommet des chefs d'État, lui, se fera les 22 et 23 novembre 2025. Sport à présent, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc, les Aigles du Mali ont lancé leur préparation à travers une série de matchs amicaux. L'un d'eux les oppose actuellement à la Jordanie, l'occasion de préciser les objectifs de cette phase, comme nous l'explique Assetoumani Koulibaly. Ce mardi 18 novembre,
La sélection senior du Mali affronte la Jordanie en match amical. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du programme de préparation mis en place par le sélectionneur Tom Saintfiet et son staff. C'est un test crucial qui doit permettre aux sélectionneurs d'évaluer l'état général et la forme physique de ses joueurs. Pour les observateurs, le choix de la Jordanie n'est pas anodin. Il doit donner un aperçu du style de jeu de l'un des adversaires du Mali à la CAN, le Maroc. Il est à noter que l'équipe jordanienne serait tactiquement proche de celle du Maroc. Jouer contre une équipe comme la Jordanie, les gens peuvent ne pas tout de suite voir l'impact. Mais la Jordanie, quand même, c'est la finaliste de la dernière édition de la Coupe du monde arabe de la FIFA. Donc, c'est important que nous puissions nous confronter à ce genre d'équipe et surtout que dans notre pool, l'équipe hôte se trouve l'équipe hôte de la CAN, le Maroc. Et les gens peuvent penser que c'est pas le même style de jeu, mais c'est la même mentalité des jeux arabes. Lors d'une de ses prises de parole, Tom Saintfiet justifiait ce choix par les récentes performances de la Jordanie, notamment sa qualification pour le Mondial 2026. En effet, il convient de rappeler que la Jordanie est devenue la première sélection arabe à décrocher son ticket. De leur côté, les Aigles Espoirs sont également en pleine préparation. L'équipe a disputé le match retour contre l'Indonésie ce mardi 18 novembre. Selon notre interlocuteur, cette phase préparatoire doit permettre d'identifier les jeunes talents susceptibles d'intégrer la sélection A en vue de la prochaine CAN. Bon, je commence par les U23 qui sont des joueurs, les binationaux qui sont déjà à la porte de l'équipe senior, ceux qui peuvent être appelés à renforcer l'équipe A pour les échéances à venir. Et l'échéance la plus immédiate, ça c'est la CAN. Donc, c'est important que ces joueurs-là soient testés pour connaître effectivement leur capacité à renforcer l'équipe. La Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre le 21 décembre 2025. Le Mali affrontera la Zambie le 22 décembre avant de rencontrer le Maroc, puis les Comores. Et en huitième de finale de la Coupe du monde U17, le Mali s'est incliné cet après-midi face au Maroc 2-3. Troisième de la dernière édition en 2023, les Aiglonnais s'étaient imposés devant les Lionceaux de l'Atlas 1-0 en quart de finale. Lors de la finale de la dernière CAN U17, les deux équipes s'y sont départagées à l'issue de la séance des tirs au but en faveur du Maroc. Vendredi, le Maroc affrontera donc le Brésil en quart de finale. Point final à ce 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.